Les gens de Thèbes n'ont rien oublié du drame. Ni les murailles, ni les arbres, ni les dieux. Car jamais mortel ne connut plus effroyable tragédie. Nul ne fut plus durement broyé par le destin. Voici l'histoire d'Œdipe. Lorsque le roi de Thèbes, Labdacos le boiteux, vint à mourir, son fils Laios n'était âgé que d'1 an. On aurait pu confier l'enfant à un tuteur, nommé un régent. Mais 2 imposteurs firent main basse sur le trône de Thèbes et chassèrent le jeune Laios. Laios trouva refuge en Élide, auprès du roi Pélops. 18 années passèrent. Le roi Pélops a désormais un fils, Chrysippe, dont il a confié l'éducation à son protégé, Laios. Chrysippe est un très beau garçon. Le cœur de Laios s'emballe. Il tombe éperdument amoureux de son élève. Chrysippe refuse ses avances. Il ne veut voir en lui qu'un compagnon de jeu. Alors, Laios va obtenir par la force ce que la séduction ne lui a pas accordé. Il enlève Chrysippe et abuse de lui. Laios ne viole pas seulement l'intégrité du jeune garçon, il viole les lois sacrées de l'hospitalité et il trahit la confiance que le roi Pélops a placée en lui. Le soir venu, Chrysippe, honteux, n'ose rentrer au palais. Il se réfugie dans une grange, noue une corde autour de son cou et se donne la mort. Lorsque le roi Pélops découvre le cadavre de son fils, il appelle sur Laios la malédiction des dieux. Sur Laios et sur tous ses descendants, que jamais la lignée de Laios ne puisse se perpétuer, qu'elle soit vouée à l'anéantissement. Laios, épouvanté par le crime qu'il a commis, effrayé par la malédiction de Pélops, s'enfuit au grand galop. Il retourne à Thèbes, où les 2 imposteurs qui le chassèrent de la cité sont morts. Le trône est désormais vacant, Laios peut s'y installer de plein droit. Laios choisit pour reine une jeune femme de noble lignée. Elle s'appelle Jocaste. Les mois passent. 1 an. 2 ans. Le couple n'a toujours pas d'enfant. Le couple s'interroge et le peuple murmure. Laios décide de se rendre à Delphes, au temple d'Apollon, afin que les dieux lui indiquent ce qu'il doit faire pour avoir un fils, un héritier du trône. Il a oublié les imprécations du roi Pélops et ses malédictions. Mais les dieux, eux, ont la mémoire tenace. Voici ce que l'oracle de Delphes annonce à Laios. Laios, toi qui règnes sur Thèbes, garde-toi bien de faire un enfant à ta femme. Les dieux te l'interdisent. Si par malheur tu engendres un fils, il te tuera. Laios est effondré. Ainsi donc, il est condamné à périr de la main de son propre fils. Pour que la prophétie ne puisse se réaliser, il s'abstient de visiter sa reine. Il se contente de la compagnie de jeunes garçons. Mais un jour, son désir est le plus fort.
il se glisse dans le lit de Jocaste. Neuf mois plus tard, un enfant vient au monde, c'est un fils. Et le souvenir de l'oracle revient à sa mémoire. Si par malheur tu engendres un fils, il te tuera. Laios gémit, implore la pitié des dieux, arpente sans fin les corridors de son palais. Il cherche une issue, une manière de détourner le sort et de faire mentir la prophétie. Tuer l'enfant de ses propres mains? Impensable, non. Les dieux redoubleraient de colère. Soudain, lui vient une idée. Il fait venir à lui un berger et lui donne l'ordre d'emmener le nouveau-né au cœur de la montagne et de l'abandonner afin qu'il soit dévoré par les bêtes sauvages. Pour être certain que l'enfant ne pourra s'échapper, il ordonne qu'on lui perce les chevilles avec une tige de fer, lui sectionnant ainsi les tendons. C'est le sort que l'on réserve aux animaux, que l'on veut empêcher de courir. Le berger prend la route. Il arrive bientôt à l'orée de l'épaisse forêt du mont Cithéron. L'enfant lui sourit. Le berger hésite. Il n'a pas le cœur d'abandonner ainsi le nouveau-né. À ce moment, un homme apparaît. Il est en route pour Corinthe. Le berger le supplie de prendre l'enfant et de l'emmener avec lui. Ainsi, il serait à l'abri, loin de Thèbes et du regard meurtrier de Laios. L'homme hésite, puis il pense au roi Polybe et à la reine Méropée, les souverains qui règnent sur Corinthe. Il sait que le couple royal se désole de ne pas avoir d'enfant. Si ce nouveau-né survivait à ses blessures, il ne pourrait que les combler, et l'homme en tirerait peut-être quelques récompenses. Effectivement, lorsqu'il rentre à Corinthe et leur présente l'enfant, le roi et la reine sont ravis. Ils s'empressent de l'adopter et lui donnent le nom d'Œdipe, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés. Œdipe grandit donc à Corinthe, entouré de l'affection de ceux qui, désormais, sont devenus ses parents. Adolescent, Œdipe, même s'il boite légèrement, fait l'admiration de tous. Et nul doute que, le jour venu, il sera le digne successeur du roi Polybe. Mais un soir, au cours d'un grand banquet, l'un des convives, éméché par le vin, lance au jeune Œdipe: « Après tout, toi, tu n'es qu'un enfant trouvé. » Un enfant trouvé? Œdipe, choqué, prend l'assistance à témoin. Il réclame que l'on confirme qu'il est bien le fils de Méropée et de Polybe. Personne ne bouge. Les visages se ferment. Œdipe se précipite chez son père. Il exige la vérité. Polybe, embarrassé, le rassure comme il peut. Pour lui, Œdipe est bel et bien son fils, quelles que soient les conditions de sa naissance. Mais ces explications imprécises laissent le jeune homme plus désemparé encore. Tant pis, les dieux, eux, sauront lui dire la vérité. Œdipe part pour Delphes et interroge l'oracle. De qui est-il véritablement le fils? Or cela, l'oracle ne lui dira pas. Au contraire, la grande prêtresse, la Pythie, lui annonce le plus effroyable et le plus lamentable des destins. Tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère. Horrifié,
le jeune homme choisit de ne plus rentrer à Corinthe. Il veut fuir le plus loin possible, mettre la plus grande distance entre ses parents qu'il chérit tendrement et lui, afin que ne puisse se réaliser cette terrible prophétie. Échapper à ce destin imposé, voilà quel est le seul but d'Œdipe. Il remonte sur son char et part. Il erre. On le voit traverser des villages, silhouette fantomatique, indifférent à tout. Il n'a plus de patrie, plus de terre. Il n'est plus rien. Un jour, parvenu au carrefour de 3 routes qui mènent à Delphes, le char d'Œdipe croise celui d'un homme âgé. Un homme âgé qui n'est pas sans une certaine allure. À ses côtés se tient un serviteur. À cet endroit, le chemin est bien trop étroit pour que 2 chars puissent passer de front. Le cavalier, impatient, ordonne à Œdipe de lui céder le passage. Œdipe n'a même pas le temps de discuter, l'homme lance son équipage sur lui. Ce jour-là, la force est du côté du plus jeune. Œdipe saisit son glaive et le plonge dans les entrailles de son adversaire. Tout s'est passé si vite que le serviteur, médusé, n'a pas eu le temps d'intervenir. Craignant d'être tué à son tour, il s'enfuit en courant. Il court jusqu'à sentir ses poumons éclater et ne relâche ses efforts qu'une fois à l'abri des murailles de sa ville, Thèbes. Là, il tombe à genoux et annonce la nouvelle. Le roi Laios, vient d'être assassiné. Ce malheur est venu accroître le climat de terreur qui règne depuis des années sur la ville. En effet, non loin des portes de Thèbes, une créature monstrueuse s'est installée sur un promontoire. Il s'agit de l'une des pires divinités des enfers, un sphinx. Le sphinx possède une tête de femme, des seins, mais un corps et des pattes de lionne, surmontés de 2 ailes griffues. À chaque voyageur qui passe par là, le sphinx pose une question, toujours la même. Nul ne parvient à y répondre. Tous sont aussitôt dévorés. Œdipe, toujours errant le long des routes, arrive à Thèbes. Il est frappé par le climat morbide qui règne sur la ville. Les habitants vont et viennent, le regard éteint, triste. Il interroge un passant qui lui explique que Laios mort, la régence a été confiée à Créon, son beau-frère. Créon a promis la main de Jocaste, sa sœur, et donc le trône, à quiconque délivrerait Thèbes de l'emprise du sphinx. Œdipe se dit qu'il tient là une belle opportunité de mettre un terme à son errance, en conquérant à la fois une reine et un trône. Il décide d'affronter le sphinx. La bête est là. Un sourire ironique éclaire ses traits. Elle tient une nouvelle proie. « Je t'écoute », lance Œdipe. Le sphinx pose alors sa question. Quel animal a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Œdipe réfléchit. Sa vie, qu'il risque à présent de perdre, défile sous ses yeux. Un long moment s'écoule. Sans trembler, Œdipe répond enfin. L'homme. Enfant, il a 4 pattes, puisqu'il rampe sur le sol à l'aide de ses pieds et de ses mains. Adulte, il en a 2, puisqu'il se tient debout. Devenu vieux,
Il en a 3, puisqu'il s'appuie sur un 3e pied, une canne. Le sphinx réprime un brusque sursaut. Oedipe croit apercevoir dans son œil comme une étincelle. Il est vaincu. D'un bond, le monstre se précipite dans le vide et va s'écraser sur les rochers. Voici donc Oedipe roi, roi de Thèbes. Les années passent. Oedipe a épousé Jocaste, comme convenu. Elle lui a donné 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Oedipe a désormais l'âge de cet homme qu'il avait tué un jour, à la croisée des chemins. C'est alors que survient sa dernière épreuve, la plus terrible. Une maladie abominable s'est répandue sur Thèbes. Elle frappe indistinctement les jeunes et les vieux. Les femmes accouchent d'enfants mort-nés. Le peuple implore Oedipe, le supplie de le sauver. Lui qui a su triompher du sphinx saura sûrement les débarrasser de ce fléau. Oedipe part à nouveau pour Delphes. L'oracle saura peut-être l'éclairer sur les raisons de ce mystérieux mal. Or, l'oracle répond ceci à Oedipe. Si la peste s'est abattue sur la ville, c'est parce que ses murs abritent un assassin, le meurtrier du roi Laios. Tant qu'il ne sera pas trouvé et chassé hors des murs, le mal continuera de s'étendre jusqu'à la dévastation totale. Oedipe est bien décidé à trouver cet assassin. Dans toute la Grèce, il lance des émissaires. À Thèbes, on fouille les maisons, on interroge, on promet des récompenses. Mais personne ne sait rien. Alors, Oedipe fait appel au grand Tirésias, le devin aveugle. Lui qui sait déchiffrer le vol des oiseaux doit certainement connaître le nom du coupable. Mais Tirésias, à son tour, affirme ne rien savoir. Pourtant, à la manière dont le devin lui répond, Oedipe sent qu'il lui cache la vérité. Il ordonne, insiste, menace, rien à faire. L'entêtement de Tirésias rend Oedipe furieux. La reine Jocaste décide alors d'intervenir. Elle se souvient que le jour du meurtre, Laios, son époux, était accompagné d'un serviteur. C'est lui qui avait répandu la nouvelle. À l'époque, il n'avait fourni qu'une seule explication. Laios avait péri de la main de jeunes bandits au carrefour de 3 routes dans un chemin étroit, près de Delphes. C'est tout. Oedipe blêmit. Ce carrefour, ce chemin étroit près de Delphes, il ne les connaît que trop bien. Mais il se rassure aussitôt. Le serviteur a parlé de bandits, alors qu'Oedipe sait qu'il était seul lors de son combat avec le vieil homme. Il ne peut donc s'agir de lui, mais d'une coïncidence. Ce sont 2 histoires différentes. Il faut retrouver le serviteur de Laios. Mais après tant d'années, comment faire? Il a disparu au lendemain du meurtre, et nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. C'est à ce moment qu'arrive de Corinthe un messager. Il est porteur d'une triste nouvelle. Le roi Polybe est mort. Polybe, l'homme qu'Oedipe tenait pour son père. L'homme qu'il avait tant voulu fuir, de peur d'en être un jour l'involontaire assassin. Polybe vient de mourir, chargé par le poids des ans. Oedipe sent d'abord le chagrin lui serrer la gorge, puis le soulagement l'emporte. L'oracle de Delphes, cette prophétie qui depuis toujours l'obsède, est enfin déjouée. Il ne pourra pas tuer son père, puisque son père n'est plus.
mais son soulagement est de courte durée. Le messager poursuit. « Roi Oedipe, la mort de Polybe me délivre du serment qu'autrefois je lui fis, et je puis enfin avouer la vérité. Polybe et Méropée n'étaient pas tes parents. » Oedipe est atterré. L'homme poursuit. « C'est moi qui t'ai recueilli jadis. C'est moi qui t'ai remis au couple royal. Toi, l'enfant aux talons percés. » La voix tremblante, Oedipe questionne. « Mais cet enfant, qui te l'a remis ?» Au même instant, un vieux berger vêtu de haillons fend la foule et s'approche. Sa vue est basse et sa voix n'est plus qu'un murmure. Mais ce qu'il articule glace d'effroi tous ceux qui l'entendent. « Je te reconnais, messager de Corinthe. Oui, c'est bien toi. C'est à toi, jadis, que j'ai confié cet enfant aux chevilles percées. Cet enfant que son père avait promis à une mort atroce et que je n'ai pas eu le courage d'abandonner aux loups qui peuplent la forêt. » Oedipe se fige. Mais cet enfant, de qui le tenais-tu ? Le vieux berger fixe Oedipe de ses yeux usés et laisse tomber d'une voix sourde. Cet enfant était le fils du roi Laios et de la reine Jocaste. Jocaste a tout entendu. Elle est prise de vertige. Tout est clair à présent. Plus aucun doute n'est possible. Oedipe est son fils. Ainsi, tout est fini. Alors qu'il avait tout mis en œuvre pour lui échapper, l'oracle de Delphes s'est accompli. L'infortuné Oedipe a bel et bien tué son père et épousé sa mère. Oedipe cherche Jocaste des yeux. Elle n'est plus là. Pris d'un terrible pressentiment, il se précipite vers le palais. Il pénètre dans la chambre de la reine. Jocaste est là, morte. Elle s'est pendue. Alors, Oedipe, l'âme et le cœur brisés, arrache les agrafes d'or qui ornent le vêtement de sa mère. Une expression sauvage anime ses traits. On voit sur sa figure la colère, la violence, l'emportement et la cruauté d'un bourreau. Il pousse un hurlement. Et plonge les agrafes dans ses yeux. Il les ravage, les déchire. Ainsi, il ne verra plus le jour, ni la nuit, ni les hommes. Puis il quitte la ville, accompagné de sa fille, Antigone. Le voici devenu un proscrit, un aveugle boiteux lancé sur les chemins de Grèce. On le montre du doigt, on le chasse. Oedipe est-il coupable ? Il a tué son père, certes, mais il ignorait tout de leur lien. Et il était en état de légitime défense. Il a couché avec sa mère, oui, mais il ignorait aussi qui elle était. Après avoir vaincu le Sphinx, Jocaste était la récompense à laquelle il ne pouvait se soustraire. Destiné à commettre ses crimes avant même d'avoir été conçu, Oedipe était enchaîné à son destin. Rien n'aurait pu l'en détourner, sinon la mort. Et plus il aura lutté contre son destin,
plus ce dernier aura mis d'acharnement à le broyer.